j'ai fait des études de sociologie, donc j'étais très marqué par la sociologie, par des auteurs comme Didier Ribon ou Pierre Bourdieu. Et ce qui m'intéressait, c'était, enfin, une des choses qui m'intéressait, c'était d'importer en littérature le thème que j'avais trouvé en sociologie, qui était celui de la vérité objective, en fait. Qu'est-ce que ce serait que de dire la vérité objective en littérature? Comment on fait pour produire une transformation du monde si dans le monde, les individus ne veulent pas dire qu'ils souffrent, si on a honte de souffrir? Et en effet, c'est tellement dur de souffrir, parce qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui dit « je souffre », vous avez tout une partie du monde qui se soulève pour dire misérabilisme, nombrilisme, victimisation. Déjà, c'est tellement difficile de parler. C'est un peu comme le mot victimisation, si vous voulez. Victimisation, misérabilisme, tout ça fonctionne en même temps. C'est un peu comme si le problème de notre monde, c'était que trop de gens parlaient de misère, que trop de gens disaient « je suis une victime ». C'est ça que ça veut dire, victime. Il y a un trop-plein de « je suis une victime, je suis une victime, je suis une victime ». Alors que moi, ce que je crois, c'est que quand on voit la domination masculine, l'homophobie, le racisme, la pauvreté, on se dit « mais en fait, pourquoi il y a aussi peu de gens qui disent « je suis une victime ». Il y a des stratégies de discours qui servent à faire taire l'émergence de ces voix, en fait, qui diraient « je suis victime de quelque chose ». C'est un peu ce que Bourdieu décrit sur l'intériorisation de la domination, qui fait que ça crée une complicité des dominés avec la domination. C'est ce qu'il décrit dans la domination masculine, mais c'est fait de partager, effectivement, de se dire c'est pas ma place, là, ma place c'est pas être prof d'anglais ou d'espagnol, c'est d'être là où je suis. Voilà. Et oui, c'est la mort fati, on adhère à ce qui nous a été imposé. Et puis aussi, le truc, le problème, c'est que comment dire, souvent on a honte d'avoir été victime. On a honte. C'est très dur. Et je raconte dans Eddie Bellegueule comment, par exemple, quand il y a des garçons qui me crachaient dessus et qui me disaient PD à l'école, j'étais la personne qui les protégeait le plus. Parce que je ne voulais pas aller voir un adulte pour dire je suis insulté. J'avais honte d'être insulté. Et de la même manière, quand j'écrivais l'histoire de la violence, je me disais, mais. Enfin, très étrangement, par exemple, je pensais à ma famille. Je me disais, mais qu'est-ce que mon père va penser de moi s'il me perçoit comme quelqu'un de violé, en fait. Je me suis dit... Oh, et en plus, je souffrais surtout de sa honte à lui. Je me suis dit, la honte pour lui. Si un collègue du local de balayeur vient le voir et dit « Ah, alors ton fils, il est violé », j'imaginais la honte qui saisirait mon père. Et je souffrais de sa honte à lui, encore plus de ma honte à moi. Et donc, on est souvent, à cause de cette honte, à cause de cette difficulté, on est prêt à aller très loin dans la dénégation et dans le mensonge. Et dans le fait de dire « Mais non, en fait, ça va, tout, ça va, c'est pas si grave. » Et il se passe rien. Non, je suis pas... Ma vie n'est pas violente. Et dans le monde dans lequel on vit, on n'arrête pas de produire des règles, par exemple comme la masculinité, des normes, des règles, des lois, au sens conceptuel. En fait, on n'arrête pas de créer des règles et des normes et des lois que personne ne peut respecter, en fait. Ce qui fait que dans le monde dans lequel on vit, tout le monde a honte. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fait 1000 ans que la masculinité ne marche pas, et pourtant, la règle reste. Et la règle est tellement difficile à changer, on doit la changer un tout petit peu par un tout petit peu, et c'est d'une inertie incroyable. Et en fait, il y a comme un décalage absolu entre nos corps, les vies que mènent nos corps, et entre les règles sociales. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en fait, dans Eddie Bellegueule, tout le monde est un peu loser. Même mon père, il est un peu loser de la masculinité. C'est un peu violent, je suis désolé, comme toujours ce que j'écris, mais en même temps, c'est en parlant de violence qu'on rend le monde plus beau. Et ce qu'a fait le féminisme, ou ce qu'a fait le marxisme, ou ce qu'a fait le mouvement gay, ou le mouvement noir, c'était de parler de violence, et c'est de dire que nos vies étaient violentes, que nos vies en tant que gays, en tant que femmes, étaient des vies traversées par la violence, et c'est ça qui a rendu le monde un peu plus beau, et donc il ne faut pas avoir peur de parler de la violence, et c'est pour ça que je vais le faire. Mon grand frère a essayé de tuer mon père un soir de septembre, en 2001. C'était quelques jours après les attentats du World Trade Center, et c'est à cause de ça que je me souviens de la date à laquelle c'est arrivé, ou plutôt que je ne peux pas l'oublier. J'avais regardé avec mon père les tours jumelles s'enflammer, imploser, puis s'effondrer. Mon père vidait une bouteille de whisky devant la télévision pour tuer le chagrin, et il pleurait, il disait « Putain, maintenant les bougnoules, ils vont tous nous tuer. Là, c'est le début de la guerre. Je te préviens, mon fils, prépare-toi, parce que là, je te le dis, on va mourir,
tous. Ils gémissaient, prévenaient. La prochaine bombe qu'ils vont nous jeter, ça va être sur la gueule, à nous, les Français. Et là, c'est sûr, on va tous y passer. J'avais 9 ans, et je pleurais aussi, comme un enfant qui pleure quand il voit ses parents pleurer, sans vraiment comprendre, pleurant justement de cette incompréhension, de ce vide, pleurant parce que j'avais peur de la mort, et parce que j'étais trop jeune pour me rendre compte que les mots de mon père n'étaient que l'expression de ses pulsions violentes et racistes, les mots d'un homme que j'allais apprendre à détester. Ces 2 livres ont été traduits, le premier en 23 langues et le second en 27. Quelle expérience a été pour toi cette réception? Ça a été beaucoup de voyages, et donc beaucoup de belles choses, mais beaucoup de fatigue aussi. Et oui, ça, j'ai vu le Japon, j'ai vu le Kosovo, j'ai vu le Chili, j'ai vu... C'était la Corée, le Singapour. Là, j'étais en Malaisie il y a une dizaine de jours. Et ça a été pour moi déjà l'expérience de la confrontation au monde. En même temps, justement, de voir à quel point le monde est semblable partout, en fait. Que les différences, elles sont minuscules. En fait, le monde se ressemble, je veux dire, en termes de dépossession, en termes d'exclusion, en termes de manière dont fonctionne la société. Quand on souffre de la violence tout le temps, on finit par reproduire la violence sur d'autres. Et moi, quand je souffre beaucoup, parfois je fais des choses violentes sans m'en rendre compte. Quand on est malheureux, on parle mal d'un seul coup aux gens qu'on aime et on s'en veut. Et on leur dit, je suis désolé de t'avoir parlé comme ça, je suis pas très bien en ce moment. Et parce que justement, quand on souffre, on produit de la violence. Et ce cycle de violence-là que je veux décrire dans le livre, et notamment, par exemple, à travers cette histoire de cette femme dans l'histoire on pourrait même se dire pourquoi les gens ne sont pas encore plus violents quand on voit les vies que beaucoup de gens vivent.